avoir le docteur Sarah Pagzad, qui est une neuropsychologue clinicienne à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick, qui a accepté très gentiment de venir présenter et nous parler un peu à la différence entre, ou en fait, s'il y a une différence entre les anglophones et les francophones sur différentes mesures cognitives. Alors, bienvenue, docteur Pagzad, je vais vous donner la parole. Bonjour tout le monde. Tout le monde, on ne voit pas toutes les photos ou toutes les Non. images. J'espère que tout le monde m'entend. Je ne peux pas deviner si les gens hochent la tête ou pas. Je pense que mon micro est ouvert. C'est un privilège et un grand plaisir de faire partie de cette série de présentations ou de conférences que vous avez organisées, vous et votre team, Madame Quentin. Et c'est vraiment toujours un vrai plaisir de pouvoir parler des recherches qu'on effectue à l'Université de Moncton, en particulier à mon laboratoire. Quand vous avez gentiment envoyé la demande d'invitation, j'étais en train de me dire quelle partie de cette recherche, de nos recherches, je vais présenter. La partie que je vais présenter aujourd'hui est tout simplement un des chapitres des travaux qu'on fait à mon laboratoire. C'est en lien avec mon domaine de recherche et mon domaine d'expertise qui est la neuropsychologie clinique. J'espère avoir le plaisir de pouvoir vous présenter d'autres chapitres et d'autres volets de nos travaux, de mon laboratoire dans les prochaines séries de vos conférences l'année prochaine et les années suivantes. Euh, la, la, la question que je me suis posée quand j'ai reçu l'invitation, c'était en effet de regarder un petit peu comment peut-on voir une distinction au niveau neurocognitif chez les francophones par rapport aux anglophones. Ça n'a pas été une question très facile à faire puisque logiquement, le bon sens nous dit pourquoi est-ce qu'on devrait voir une différence au niveau cognitif chez les francophones et par rapport aux anglophones. Oui, le sens commun nous dit qu'il n'y aura pas normalement, il ne devrait pas y avoir de différence, mais notre objectif, c'était de regarder quelles sont les variables ou les facteurs socio-économiques ou socio-culturels ou autres qui pourraient influencer le fonctionnement cognitif et le traitement de l'information cognitive chez les anglophones par rapport aux francophones. C'est dans cette optique qu'on l'a regardé et c'est quand même justifié puisque Nouveau-Brunswick, je pense, est la seule province canadienne qui soit considérée officiellement comme bilingue. Donc, oui, on a assez de francophones ici pour pouvoir les comparer à des anglophones. Alors, les données de ce que je vais vous présenter est issu d'un gros programme de recherche qu'on avait lancé il y a plusieurs années déjà dans le cadre d'une recherche plus spécifique. Je vous en parlerai dans d'autres volets si je suis invitée, mais que les participants ont répondu à ces questionnaires et à ces tests de toute façon. Et nous avons parfait. Alors, j'espère que vous voyez maintenant, tout le monde voit l'écran. Oui, absolument. Donc, on s'est dit, pour la présentation d'aujourd'hui, on va parler des différences entre les francophones et les anglophones sur les mesures cognitives. Je pense qu'avec l'introduction que je vous ai donnée, c'est tout simplement voir qu'est-ce qui pourrait les distinguer, quelles sont les variables qui pourraient les distinguer très rapidement. Alors, pourquoi ça n'avance pas? OK. Alors, pour ceci, on a regardé, je ne vais pas trop rentrer dans les chiffres statistiques, je pense que c'était pour l'aspect visuel surtout. On a eu un échantillon communautaire des personnes de 50 ans et plus à travers tout le Nouveau-Brunswick. On avait des gens qui voyageaient 4 heures pour venir participer à notre projet de recherche, ce qui était vraiment apprécié. Donc, on a recruté ces personnes-là via des annonces ou des affiches.
de bouche à oreille, des visites dans les foyers de soins. Ce que je voulais dire, c'est que dans ce projet mère, nous avons inclus aussi des personnes âgées de 50 ans et plus qui vivent dans les foyers de soins parce qu'on voulait voir évidemment non seulement l'impact des variables socioculturelles ou socio-économiques, etc., mais on voulait voir d'autres facteurs aussi comme les maladies chroniques. J'y reviendrai un petit peu plus tard et je vous expliquerai un petit peu plus tard si on a le temps, c'était dans quel autre objectif. Bref, on a eu au total 213 participants anglophones et 412 participants francophones, donc ça c'était très très apprécié. Et je pense le fait qu'on ait eu plus de participants francophones et par le fait qu'on avait mis les annonces, vous savez, l'Université de Moncton est une université francophone, on avait mis des annonces un peu partout à l'université et évidemment, ça fait son chemin. On avait des annonces qu'on avait mis, par exemple, au CEPS, qui est un centre sportif où beaucoup de personnes âgées ou des personnes à la retraite vont pour des activités sportives, etc. Donc, ils avaient vu les annonces, ils en parlaient avec leur père, mère ou leurs amis. Et puis, on a eu plus de succès avec ça. Âge moyen du groupe francophone est un peu plus vieux que celle du groupe anglophone, comme vous pouvez le remarquer dans le tableau ici. Alors, pour le profil démographique, comme je l'ai dit déjà deux fois, on voulait voir si les profils, si l'aspect démographique, si l'aspect socioculturel ou autre rentrait en jeu dans les capacités neurocognitives des gens. Et on n'a pas poussé vraiment dans l'évaluation des capacités neurocognitives. Vous savez, le MoCA est un test qui est utilisé un peu partout dans le monde et n'importe qui a un niveau de bac, c'est-à-dire une étude de 4 ans après les études secondaires, serait capable de comprendre le MoCA et de le faire passer s'il a l'autorisation. Maintenant, le MoCA est protégé, comme vous le savez. Il faut aller faire un entraînement online pour avoir le droit ou la licence de l'utiliser. Et maintenant, même, c'est devenu payant. À l'époque où on a fait la recherche, ce n'était pas encore payant. Donc, on a pu l'utiliser chez ces personnes-là. Donc, c'est que pour ça, on a fait beaucoup d'autres tests et d'évaluations qui sont sur le plan psychométrique et standardisé et neuropsychométrique beaucoup plus valables que le MoCA. Le MoCA n'a pas vraiment de validité. Il vient tout simplement d'annoncer qu'ils ont fait de la recherche au niveau de la sensitivité, mais il n'y a pas vraiment de validité en termes de diagnostic. Il n'y a aucune validité. C'est un test de screening, encore une fois, faisable par n'importe qui, entre guillemets. Donc, on a juste voulu regarder dans un premier temps qu'est-ce que ça donnait si on utilisait le MoCA. Et dans le MoCA, on prend en considération ces variables-là. Alors, comme vous pouvez le voir, on a regardé en particulier le niveau d'éducation. Et on a remarqué qu'en effet, la différence au niveau de la scolarité et situation professionnelle chez les deux groupes est distinctive. Donc, on voit par exemple que, il y a par exemple un petit peu plus d'éducation de niveau collégial ou universitaire chez les francophones. Et je dois vous avouer avec un large sourire que on l'accorde au fait que l'Université de Moncton est une université francophone et qui est ici à Moncton. Et évidemment, la majorité des personnes âgées de 50 ans et plus étaient des francophones. Vous l'avez vu, vous avez vu le chiffre, plus de 400 personnes. Et que l'Université de Moncton va bientôt fêter son 58e anniversaire. Donc, l'Université de Moncton est là pour quelque chose et nous sommes très, très fiers de ce que l'Université de Moncton offre à la communauté francophone. Et puis, au niveau de travail, on a vu que, il y a quand même une bonne partie encore de personnes âgées qui travaillent aussi bien chez les anglophones que chez les francophones. On a regardé évidemment maintenant ce qui nous intéresse énormément dans ce volet, mais dans plein d'autres volets de recherche qu'on a, c'est de regarder un petit peu au niveau de maladies chroniques
et la similarité pour la prévalence de ces maladies entre ces deux groupes. Donc, on a regardé la similarité, pardon, je reviens, la similarité et la différence, et on a remarqué que, il y a quand même chez ces personnes qui venaient de la communauté, encore une fois, je préfère le souligner ici que ça veut dire c'est les gens qui n'ont pas de diagnostic de démence, qui n'ont pas, pour les collègues qui sont en neuropsychologie, qui sont familiers, vous savez, on a l'état de démence, mais avant l'état de démence, on a quelque chose qu'on appelle Mild Neurocognitive Disorder, ou MCI, où on a même, je pense, je le disais à ma collègue, Madame Quentin, que tout de suite, j'ai mon cours à Harvard sur la démence. Après ma présentation, il faut que je cours à mon cours. Et je viens de découvrir cette année, dans les cours que je suis, que même il y a un état qu'on appelle la pré-MCI. Donc, ce n'est pas l'état normal, c'est pré-MCI. Et MCI, pour ceux qui ne sont pas très familiers, dans beaucoup de situations, malheureusement, on a un pourcentage significatif des gens qui vont converger vers la démence. Donc, je souligne ici que les personnes qui ont participé à cette recherche-là n'avaient pas de diagnostic de démence. Maintenant, on remarque aussi que sur les maladies qu'on a sélectionnées, comme l'hypertension, comme le diabète, comme les maladies cardiaques ou autres diagnostics, on voit qu'il y a beaucoup de participants qui n'ont pas d'Alzheimer, évidemment, qui ne souffrent pas d'hypertension, mais il y a une partie quand même qui l'est, aussi bien chez les anglophones que les francophones. Il y en a une partie qui souffre de diabète aussi, et une autre partie qui souffre de maladies cardiaques, évidemment, aussi, mais ce n'est pas très élevé chez les anglophones, 18%, chez les francophones, 15%. Et puis, je ne veux pas rentrer dans autres diagnostics parce que ça prolongerait trop cette présentation. Je sais qu'il y a un temps limité pour ça. Pour vous donner peut-être une explication rapide, peut-être une justification, pourquoi est-ce qu'on a décidé de regarder ces maladies-là comme les maladies cardiaques, comme le diabète ou comme l'hypertension? Pour votre information, une autre variable qui nous intéresse énormément en neuropsychologie, c'est la variable qui consiste à regarder les maladies mentales comme la dépression, par exemple, ou l'anxiété généralisée. Donc, je ne veux pas trop aller dans le détail, mais vous dire que la raison qui justifie la présence de vérifier l'influence de ces facteurs-là, c'est que la recherche nous dit très clairement que les gens qui souffrent de ces maladies en particulier sont plus à risque de développer la démence. Donc, tout simplement, on s'est appuyé sur la littérature pour faire cette vérification-là. OK. Si on regarde maintenant au niveau de total de MoCA, et encore une fois pour ceux qui sont familiers ou qui ne sont pas, c'est un test de screening qui est très couramment utilisé sans qu'il y ait vraiment de valeur diagnostique dans ce test, mais c'est tout simplement pour dire, OK, en gros, comment ça va? Donc, on a remarqué qu'il n'y avait pas en gros de différence chez les anglophones et les francophones. Ce qui rejoint ce qu'on a dit en tout début, le sens commun. Oui, en général, il ne devrait pas, surtout qu'on avait utilisé le MoCA en anglais pour les anglophones et le MoCA en français pour les francophones. Donc, on ne peut pas dire que la langue était un problème, donc ça ne l'était pas. Ensuite, on s'est dit, OK, s'il n'y a pas de différence sur le MoCA total, comme vous le remarquez, est-ce qu'il y aurait une différence sur les sous-échelles de MoCA? Comme vous le savez, au niveau du MoCA, pour ceux qui sont familiers, dans le MoCA, on étudie les capacités, par exemple, visuospatiales de l'individu. On regarde évidemment les capacités visio-motrices de l'individu. On regarde bien sûr capacité de dénomination de l'individu, on regarde les capacités de fluence verbale où on joint à la fois la fluence verbale et les capacités de fonction exécutive. On regarde évidemment les capacités
verbal, dans la répétition de phrases. On regarde évidemment les capacités d'abstraction de l'individu quand on lui demande si vous avez, je sais pas moi, 100 pommes et que vous en enlevez 7, combien il reste, etc. On regarde les capacités de mémorisation de l'individu et évidemment, on regarde les capacités d'orientation temporelle et spatiale. Donc, il y a plusieurs variables, il y a plusieurs sous-échelles qui sont évaluées à travers le MOCA, qui est basé sur les échelles, sur les sous-échelles qui existaient déjà dans la littérature dans ce domaine en neuropsychologie. Alors, on a regardé donc voir s'il y a une différence au niveau des différentes sous-échelles de MOCA et vous remarquez et nous remarquons que en fait la différence se trouvait au niveau de la répétition des phrases donc, que les individus avaient, au niveau de 5 mots qui est au niveau de la mémoire et au niveau de nomination des animaux. Donc, c'est assez étonnant qu'on remarque que seulement ici, par exemple, 62% des francophones sont capables de nommer les animaux, alors que, comme je vous l'ai indiqué, c'était la version francophone qui était utilisée et non pas anglophone. Et la même chose, c'est les anglophones, il y a seulement 72% des gens qui sont capables. Au niveau des phrases, de répétition des phrases, par contre, il y a 72% des francophones qui étaient capables de le faire, seulement 42%. Et là, également, pour le test de 5 mots, il y a seulement 28% des gens qui étaient capables de dire les 5 mots et seulement 22% des anglophones. Ça commence à être intéressant, n'est-ce pas? Donc, on s'est dit, oh, OK, là, on a quelque chose. On avait regardé, évidemment, chez les personnes âgées de 50 ans et plus, les capacités de performer, de réussir sur le MOCA et sur les différentes sous-échelles de MOCA, mais on avait aussi une population dans les foyers de soins. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai inclus dans ma discussion avec vous aujourd'hui? C'est parce que pour ceux qui sont familiers avec la littérature, on dit que pour les personnes âgées qui rentrent dans les foyers de soins et qui vivent dans les foyers de soins, la détérioration cognitive est plus importante avec le même niveau d'éducation, avec les mêmes conditions de santé que pour les personnes âgées qui vivent à l'extérieur des foyers de soins. Je pense que beaucoup de monde est familier avec ça. Donc, je n'ai pas besoin de le justifier. Donc, on a dit, oh, OK, ça serait bon de regarder si les personnes âgées qui vivent dans les foyers de soins réussissent mieux que les anglophones qui vivent dans les foyers de soins sur cette échelle, encore une fois, qui est un screening test, un test de dépistage. Ben, pas vraiment dépistage, c'est un test qui donne une valeur sur les capacités cognitives des gens. OK, donc on a regardé pour les personnes anglophones et francophones dans les foyers de soins. Pour ceci, on avait 60 participants au total. On avait 31 participants francophones et 29 participants anglophones. Âge moyenne, évidemment, dans ces foyers de soins chez les francophone est significativement plus grand que par rapport aux anglophones. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne pourrais pas, je ne suis pas spécialiste dans le domaine d'épidémiologie et ça, mais c'est ça qu'on a remarqué. Je pense que ça serait peut-être lié au fait que les francophones peut-être ont tendance à rester davantage et plus longtemps chez eux que les anglophones. Je ne sais pas, honnêtement, on ne peut pas l'expliquer, mais il y avait un petit peu de différence à ce niveau-là et qui n'est pas nécessairement super gros non plus. Alors, on a regardé, on a dit, OK, ben, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau démographique chez ces francophones et anglophones. Donc, on a regardé au niveau du sexe, au niveau de scolarité, on a regardé au niveau de milieu de résidence et on a regardé au niveau, évidemment, de l'état civil. Et on remarque que
Oui, en effet, il y a une différence entre les anglophones et les francophones. Par exemple, dans les foyers de soins, on a beaucoup plus d'hommes anglophones que de femmes anglophones, que de femmes, que d'hommes, excusez-moi, on a plus d'hommes anglophones que d'hommes francophones dans les foyers de soins. C'était assez étonnant pour nous. On sait, et la recherche nous le dit, selon la littérature scientifique, en effet, il y a plus de femmes de façon générale dans les foyers de soins puisque les femmes ont tendance à vivre plus longtemps. Donc, avec l'âge viennent les maladies chroniques. Avec les maladies chroniques viennent des limitations fonctionnelles et cognitives. Et ce qui expliquerait le déménagement dans ces foyers de soins. Mais c'est quand même assez étonnant pour nous. Au niveau d'éducation, on a remarqué que les anglophones, par exemple, étaient plus éduqués dans ces foyers de soins que les francophones, ce qui était aussi un peu étonnant pour nous. Dans les foyers de soins, toujours, et ces foyers de soins-là ces gens-là se trouvaient davantage en milieu urbain parce qu'ils étaient anglophones, alors que les francophones dans les milieux urbains sont seulement 41. Donc, ce qui explique un petit peu que très probablement, encore une fois, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine en épidémie, mais je pense que ce qui expliquerait que il est dû au fait que la majorité des francophones, de façon générale, sans même parler de foyers de soins, la majorité des francophones du Nouveau-Brunswick vivent dans les milieux ruraux et non pas urbains. Et je pense qu'en gros, de toute façon, on a quelques villes seulement au Nouveau-Brunswick qui sont considérées comme urbains, comme Fredericton, Saint John et Moncton, mais le reste des autres petites villes sont considérées comme milieu rural. Et puis aussi, on a, au niveau de l'état civil, il y a un plus grand nombre de gens qui sont mariés chez les anglophones, qui vivent dans les foyers de soins par rapport aux francophones. On a aussi, par contre, un très grand nombre de personnes veuves qui vivent dans les foyers de soins qui sont francophones. Et aussi, on a remarqué que seulement 3% des gens qui vivent dans les foyers de soins sont célibataires. Ils sont majoritairement considérés comme veuves et on n'a pas de conjoint de fait dans les foyers de soins. Donc, ces variables-là nous sont semblées vraiment intéressantes de souligner. Maintenant, l'autre chose qu'on a trouvé, puisque comme je vous l'ai expliqué, ce qui nous intéressait, c'était de regarder au niveau de maladies chroniques, plusieurs maladies chroniques en particulier qui nous intéressent, et diabète est une de ces maladies chroniques-là. Donc, on voulait regarder, voir est-ce qu'il y a plus de monde francophone ou anglophone qui souffre de diabète. Sachant que, pour votre information, on considère en neuropsychologie de façon un peu amusante que la diabète de type 2 serait considéré un des facteurs, pas de façon amusante, un des facteurs scientifiquement, un des facteurs évidemment qui pourrait influencer le développement des troubles cognitifs, mais de façon amusante, en neurobiologie, on le considère comme ce diabète-là, la démence serait considérée comme la forme 3 de diabète. Donc, ils vont main en main ensemble. Et en effet, on a remarqué qu'il y a moins de personnes anglophones qui souffrent de diabète, alors que plus de 90% des francophones souffrent de diabète. C'est quand même énorme, c'est gros. On a regardé les scores de MoCA chez les gens dans les foyers de soins et on voit qu'il y a quand même une différence qui est remarquable chez ces gens-là. Vous voyez que oui, c'est un petit peu plus bas chez les anglophones et on essaye de comprendre OK, qu'est-ce qui ne va pas, sachant que ces gens-là souffraient moins de diabète, comme vous le voyez. Alors, on va aller là et on va regarder dans les sous-échelles de MoCA.
Ça, c'était la tempête pour nous. La tempête agréable, la tempête plaisante. C'était super intéressant pour nous de regarder ces variables-là, ces données-là. Je pense que vous le remarquez avec moi, et il y a quand même des différences énormes chez les francophones par rapport aux anglophones dans les foyers de soins pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces variables-là. Tout est devenu significatif. On voit par exemple pour la nomination des animaux, par exemple, on voit que les anglophones sont capables à 50% de donner le nom de ces trois animaux-là, dans le mot-cas encore une fois, alors que seulement 16% des francophones sont capables de le faire. J'essaie de vous le montrer avec mon curseur. Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui, oui, absolument. OK, parfait. OK, parfait. Donc, vous voyez quand même, il y a une différence énorme entre ça. Et on remarque également pour les chiffres, par exemple, il y a quand même une différence pour les séries de chiffres. Il y a une différence qui est significative entre les anglophones par rapport aux francophones. Et ensuite, il y a une différence pour l'identification de lettres. Vous savez qu'il faut identifier la lettre A dans le mot-cas. Donc, il y a une différence quand même encore entre les francophones et les anglophones. Dans les soustractions, on voit également, il y a une différence pratiquement 2 fois mieux chez les anglophones que chez les francophones. On voit également pour la lettre F, par exemple, les anglophones sont capables de le faire, de nous donner 11 mots ou plus, alors que les francophones ne sont pas capables. Ça nous a un peu fâchés. Pourquoi ça donne ça? C'est quoi le problème? Et aussi la question de similarité, vous le remarquez ici, le rappel de 5 mots, évidemment, vous le voyez ici, donc il y a au moins, par exemple, pratiquement 7% des anglophones qui sont capables de nous donner dans le foyer de soins 4 des 5 mots, alors qu'il y a seulement 3% des francophones. Il y a par exemple pratiquement 30% des anglophones qui nous donnent au moins 3 mots, il y a seulement 16%, c'est-à-dire à peu près 2 fois moins des anglophones, des francophones. Donc, ça nous a un peu interpellé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? En gros, il n'y avait pas énormément de différence, mais pourquoi est-ce que il y a cette différence-là qu'on remarque chez les anglophones par rapport aux francophones? Donc, ce qu'on a regardé, on a dit, OK, regardons les variables qui pourraient y jouer un rôle là-dedans. Première variable serait, par exemple, l'âge. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'âge? Oui, en effet, par exemple, les francophones sont plus âgés que les anglophones. Alors, pour votre information de point de vue neuropsychologique, il faut souligner que dans notre domaine, il y a une différence qui est considérée comme significative et importante entre quelqu'un qui a 75 ans et quelqu'un qui a 83 ans. Donc, l'écart de l'âge à cet âge-là est quand même important. D'accord? Donc, pour nous, c'est considéré comme important. Et en effet, l'âge aurait pu jouer un rôle. Et encore une fois, on le met au conditionnel. L'autre chose qu'on a regardé dans ces foyers de soins, c'est regarder le pourcentage des femmes francophones par rapport aux femmes anglophones, par exemple. Donc, il y a beaucoup plus de femmes francophones qui auraient pu répondre à ces sous-échelles-là, qui auraient pu influencer évidemment le résultat individuel de ces sous-échelles-là par rapport au total des anglophones. Et puis, l'autre variable qui nous a intéressé, c'était le niveau de scolarité. Oui, on voit par exemple que 37%, quand même pratiquement 40%, plus d'un tiers des anglophones ont un niveau d'éducation qui est quand même pas mal élevé au niveau collégial et universitaire, contre seulement 6%, même si on dit 7% des francophones. Donc, probablement, ceux-ci auraient pu, en tout cas, c'est significatif, auraient pu jouer un rôle aussi dans ça. Enfin, on a regardé le milieu de résidence et le milieu résidence, ça veut dire que quand on vit dans un milieu urbain, évidemment, il y a plus d'interaction avec autrui bon, il y a plus de choses à faire, il y a plus d'activités, etc. Et
et on a regardé sur le score qui était un peu plus élevé, mais finalement, ceci n'était pas significatif. On a regardé finalement la situation matrimoniale chez ces gens-là. Et on a remarqué que, en effet, c'était pas tout à fait la même chose, ce qu'on voyait. Et on remarque par exemple que la majorité chez les anglophones en foyer, l'état civil est varié, alors que chez les francophones, la majorité sont veuves. Alors, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que les gens qui sont veuves, en règle générale, souffrent beaucoup de dépression. Ils ont perdu leur compagnon qui était là avec eux pendant de nombreuses années. Et l'état de santé cognitive est très corrélé. Et ça, c'est une autre chose que je pourrais vous raconter la prochaine fois. L'état de santé cognitive est très corrélé avec l'état de santé mentale et psychologique. Et donc, c'est pas étonnant qu'il y ait quand même cette corrélation-là. Puis finalement, on a regardé le facteur qui nous a un peu étonnés, c'était au niveau du diabète. Donc, on a regardé la comparaison entre les anglophones et les francophones. On a remarqué peu de diabète chez les francophones et par contre, les anglophones ont le diabète à 34%, pratiquement 35% des anglophones ont le diabète. Par contre, ils ont un MoCA un peu plus élevé que les francophones. Et puis, sur les différentes sous-échelles de MoCA, ils font mieux. Alors, on ne sait pas trop comment l'expliquer. Moi, je vais l'expliquer de mon point de vue selon ce que je sais dans la recherche scientifique et aussi mon expérience personnelle et aussi mon expérience professionnelle et clinique. Je peux vous dire que ça pourrait être un des facteurs qui pourrait jouer là-dedans, c'est que les gens qui souffrent de diabète et font souvent plus attention et sont plus attentifs à leur fonctionnement cognitif. Peut-être ils sont peut-être plus, étant donné qu'ils sont plus jeunes, vous l'avez remarqué, ils essayent d'avoir des activités cognitives un peu plus régulières ou être physiquement même, parce qu'on sait que l'activité physique est super important aussi, évidemment. Donc, être physiquement plus actif, alors que les francophones, même si ils avaient le diabète, ils sont déjà plus âgés, ils ont probablement d'autres maladies chroniques qui se sont associées, ils sont physiquement moins actifs, ils sont probablement intellectuellement moins actifs aussi, étant donné le grand âge. Donc, c'est comme ça l'explication que j'ai, mais j'aimerais avoir vos commentaires évidemment là-dessus aussi. Et excusez-moi d'avoir pris un peu plus de temps, j'avais dit 30 minutes, mais j'ai pris plus de temps.